mesdames et messieurs, amis de la Syrie. Je voudrais tout d'abord, au nom du collectif pour la Syrie, vous remercier de venir si nombreux. Les meilleurs sont là, en tout cas. Je vais juste vous dire un petit mot rapidement, comme liminaire de cette conférence. En France, officielle, pays des Lumières et des libertés, aucune version différente des faits se reportant à la crise syrienne ne fut tolérée. On ne compte pas le nombre de manifestations en faveur de la Syrie interdites en France, tout au long de ces nombreuses années. Citons au moins ce que nous avons vécu, nous, douloureusement, le cas scandaleux du colloque La Syrie en guerre, qui devait avoir lieu le 26 novembre 2016 au Mémorial pour la paix à Caen. Moi, j'ai vécu cet épisode. J'ai rencontré le directeur plusieurs fois. Il a signé l'accord, on a signé une convention. Et il était au courant du titre, il était au courant des participants. Il y avait des ambassadeurs, des gens de service, des écrivains, des philosophes, des journalistes de valeur. Et la veille, je peux vous dire la veille, ça veut dire la veille. Hein, la veille c'est-à-dire le 14 novembre, il nous appelle pour nous dire que c'est annulé. Il n'est pas question de donner la clé du Mémorial pour la paix des gens qui ont les mains salies du sang. Voilà, ça a été comme ça. Et puis après, il y avait une campagne de presse horrible contre nous, comme quoi on est les copains de je ne sais pas qui, etc., les bouchers de Damas et tout le bazar. Vous connaissez l'histoire. Donc, et il a subi une pression énorme pour annuler. Il y a des gens qui nous demandent pourquoi ça a été annulé. Mais personne ne peut imaginer la pression. La cellule diplomatique, je suis responsable, ce que je dis, à l'Élysée, qui a appelé pour annuler, pour Stéphane Grimaldi. Donc, on s'est dit, on ne baisse pas les bras, c'était fin 2016, on va organiser quelque chose à la Sorbonne, à Paris, le 28 janvier 2017. Et avec M. Ali Razbin, aussi présent, toute l'équipe qui devait participer à Caen, on l'a mis dans le colloque de la Sorbonne. La convention a été signée, tout est bon. La veille du colloque, le président de l'université de la Sorbonne, qui est un lieu, haut lieu de liberté normalement et de démocratie, a décidé d'annuler. Et puis on a eu, pareil, une campagne haineuse contre nous. Moi, j'ai reçu des appels plus que haineuses. Alors, donc, c'est pour vous dire que seul le discours du roi faisait loi. Pourquoi a-t-on tué la vérité? Pourquoi la France officielle, j'insiste officielle, je ne parle pas de peuple, pourquoi la France officielle a-t-elle imposé le silence? C'est ce que Michel Rambaud et Anis Nakrour vont s'atteler à démontrer. Cette voie courageuse, celle du collectif pour la Syrie, a été et restera encore un grand soutien du peuple syrien et pour tous les peuples de l'Orient, car c'est là le Paplès. C'est en Syrie que se joue peut-être le devenir du monde. C'est ce que Son Excellence va nous dire. Sinon, sûrement, le devenir et l'avenir du peuple de l'Orient et de toute la région. Regardez comment la région a changé depuis 2010. C'est plus la même. Hein. La déclaration de M. Laurent Fabius, si je ne suis pas obligé de revenir là-dessus, ministre des Affaires étrangères, le 13 décembre 2012 à Rabat, où il dit « Le bon boulot fait sur le terrain par Jabhat al-Nusra, faction de Qaïda, en dit long sur l'égarement de la diplomatie française. » Alors, permettez-moi, avant de poursuivre, vous dire qu'il y a les livres qui sont dédicacés, sont sur place, là-bas. Il y a 2 livres, dont le premier, c'est le titre, c'est « Ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre mondial ». Il y a un autre livre, « Les guerres de la Syrie ». Je vous invite chaleureusement à les consulter.
Michel Rambaud, difficile de vous présenter sans avoir des lacunes et sans oublier. Ancien ambassadeur de France, essayiste, conférencier et professeur en relations internationales. De juin 2000 à février 2003, vous avez été directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, OFRA, puis un poste dans l'administration centrale, Quai d'Orsay. Vous avez commis plusieurs ouvrages, dont le Soudan dans tous ses états, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, un livre valeureux, vraiment, ça vous permet de voir une vision globale de ce qui se passe. Ce n'est pas la Syrie est l'épicentre. Les guerres de Syrie, vous l'avez le livre là, et surtout, je vous invite chaleureusement à aller le consulter, voir l'acquérir. C'est un livre recueil, articles et interventions par Michel Rambaud, ces années où se dessine un nouvel ordre mondial. Sans conteste, Michel Rambaud, vos écrits ont aidé une partie de l'opinion à décoder la manipulation médiatique et à saisir les véritables enjeux et jeux de la guerre fomentée contre la Syrie et contre toute la région. Anis Nacrour, tout le monde le connaît aussi, en retraite depuis 2017. Vous avez été, durant vos 35 ans de carrière diplomatique, en poste partout. Chicago, New York, Londres, Jérusalem, j'en oublie, Sanaa. En outre, vous avez effectué plusieurs détachements à Londres, à Paris, à Jérusalem, mise à disposition du service européen d'action extérieure entre 2011 et 2016. Vous avez été à la délégation de l'Union européenne en Syrie. D'abord en tant que numéro 2 et ensuite chargé des affaires chef de délégation 2013-2016. Voilà, donc sans tarder, je vais vous donner la parole en respectant les consignes diplomatiques à Michel Rambaud. Vous avez 20 minutes, Michel. D'accord. Merci. Bien, mesdames et messieurs. Madame l'ambassadeur, je vous remercie d'abord nous avoir fait l'honneur de venir assister à cette conférence. Je vous en remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous d'être venus et d'avoir pris du temps sur vos vacances d'été pour écouter et pour me supporter. Voilà. Alors donc, je vais reprendre donc, ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre international. Alors c'est vrai que c'est le titre, en gros, de l'un des ouvrages qui est un recueil qui est sur la partie auprès de la porte, là-bas. Et Les guerres de Syrie, c'est le livre qui n'est pas du même genre, qui est donc fondé sur les guerres de Syrie, dont je vais vous parler, je vais vous entretenir. Pour le recueil d'articles et d'interviews, vous verrez vous-même de quoi il s'agit. C'est des réflexions et des méditations sur le passé proche, et sur la crise, la Syrie, et tout ce qui va alentour de la crise syrienne. Les guerres de Syrie, par contre, donc c'est un livre qui est dédié donc aux guerres de Syrie, comme son nom l'indique. Alors l'accroche de ce débat, en fait, c'est vrai que ça fait un petit peu pompeux, sinon pompier, de ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre mondial. Donc on a choisi un nouvel ordre international. Ça fait plus diplomatique, mais ça reflète bien ce que ça veut dire. Et je tiens à dire que l'accroche de ce débat, donc qui reprend le titre de ce recueil d'articles qui est là-bas, à côté de la porte, donc, qui a été publié à Tunis en mars dernier, ne résulte pas d'une enflure de vocabulaire, comme on pourrait le penser, ou d'un effet de manche. Elle ne fait que refléter une réalité, car c'est bien une réalité. C'est bien des années syriennes où se dessine, de mon point de vue, un nouvel ordre international, et c'est peut-être là-dessus que je vais faire porter mon propos. Je rappellerai que le conflit syrien, seulement, qui est aussi long que 2 guerres mondiales, la première et la deuxième ajoutées, jusqu'à présent, et il n'est pas fini, il n'a pas dit son dernier mot, malheureusement. Il a été présenté sous nos latitudes, celles où nous vivons, comme un épisode des révolutions arabes, entre guillemets bien évidemment, ou des printemps arabes, encore avec plus de guillemets, dont l'issue allait de soi.
il s'agissait de la chute d'un régime, du dégagement d'un régime autoritaire ou d'un régime dictatorial, la victoire d'une révolution pacifique, voire angélique, au fond, d'une guerre de libération, et en tout cas, un épisode des révolutions qui aurait dû être conforme aux desiderata de la communauté internationale, à laquelle je mets toujours beaucoup de guillemets, puisque c'est une communauté internationale summum d'excellence, quintessence de l'humanité, incarnée par 3 ou 4 pays civilisés, entre guillemets, avec leurs acolytes orientaux, et donc qui pensent être civilisés en se joignant aux précédents. Pour faire bref, donc on a occulté, et on occulte toujours, en fait, la réalité brute de décoffrage, comme je dirais, de ce conflit que j'appelle les guerres de Syrie. Les guerres de Syrie, encore une fois, je ne remonte pas à l'Antiquité, du moins pas pour les appeler les guerres de Syrie, ce sont les guerres, les différentes guerres qui ont lieu en terre syrienne et autour de la Syrie depuis 2011, c'est bien ça. En fait, donc, on a le conflit syrien tel qu'il a été présenté, qui est un gigantesque mensonge en réalité. Il a permis d'occulter soigneusement en contrepartie, et on occulte toujours jusqu'à aujourd'hui, après 8 ans et demi de conflit, la réalité brute de décoffrage, qui est celle, si on veut bien le regarder sous son véritable aspect, celle d'une agression internationale sans précédent, je dis bien sans précédent, parce que cette agression internationale, elle a lieu contre un État membre des Nations Unies, et elle est organisée par environ plus de 120 pays y ont participé, qui sont tous membres également des Nations Unies, sans déclaration de guerre, en violation de tous les principes des Nations Unies, et sans foi ni loi et sans vergogne. Voilà. Alors, je pense que dans cette bagarre, l'ONU a perdu toute sa légitimité, et ce n'est pas l'un des moindres aspects mondiaux, disons, des guerres de Syrie. Elle a perdu toute légitimité, elle s'est discréditée totalement, et elle a montré son état de faillite. Elle a renoncé à jouer un rôle universel en matière de paix et de sécurité. Alors, un conflit universel, alors certains discuteront, il ne faut pas discuter, parce que ce n'est pas beau, surtout quand on discute la vérité. Le conflit, il a des tenants et des aboutissants inextricables. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça a inspiré le titre de l'ouvrage qui est en vente également, Les guerres de Syrie, donc publié aux éditions Glyph, qui est dans les librairies depuis ce mois de juin, et j'appelle Les guerres de Syrie. En effet, si on considère le conflit syrien dans sa globalité, on pourra estimer, à la louche ou même à l'aveuglette, comme je dis, que la confrontation entre des pro-Bachar et des anti-Bachar, comme le présentent obstinément nos médias, nos intellectuels, nos politiques ici, toutes tendances confondues, gauche et droite confondues, eh bien que c'est de la bêtise et que c'est un mensonge. Bon. C'est pourtant ce qui trône au centre de notre narrative officielle et du matraquage médiatique au point d'occuper toute la place. En réalité, cette partie du conflit, à supposer qu'elle existe, mettons qu'elle existe parce que c'est vous ou parce que tous nos médias le disent, les politiques, mais enfin, si elle existe, elle représente, à mon avis, disons, je suis généreux en disant ça, 3-4% de l'ensemble du conflit. C'est-à-dire rien du tout. C'est l'épaisseur, comme on dit en mathématiques, du trait statistique. Bon. Alors c'est une espèce de paille, mais cette paille a réussi à cacher dans les yeux des observateurs occidentaux notamment, et sous nos latitudes, a réussi à cacher en réalité la poutre que constitue le conflit, c'est-à-dire sous tous ses aspects. Les 15 ou 16 ou 17 guerres que j'ai dénombrées, je ne vous les cite pas parce que ça vous laissera des raisons d'acheter le livre et de le lire en plus de l'acheter, je pense. Et donc, finalement, je crois que ça a occulté toute la réalité. Alors, les propagandistes de la doxa, puisqu'on parle de doxa, jusqu'à présent, ils s'attachent, ils s'acharnent jusqu'à nous infliger leur cécité, leur aveuglement, et l'infliger au bon peuple. Je dis il est bon parce qu'il est bien bon d'y croire. Mais enfin, alors afin de ne pas apparaître, pudeur oblige, je mettrai comme ça, comme dans une tragédie, dans toute la splendeur de leur nudité, et plus si affinité, nos dirigeants, nos médias, nos intellectuels. Maintenant, si on peut dire, la messe est dite. Alors, bon, je ne fais pas partie du clergé, d'aucun clergé, mais maintenant que la messe est dite, on voudrait maintenant, tout le monde dit que la guerre en Syrie, elle est finie, ce qui n'est pas vrai, manifestement, mais enfin, on dit qu'elle est finie, que les carottes sont cuites, si je puis dire, la messe est dite, que le président Bachar el-Assad a gagné, que le régime, autrement dit, a gagné, ainsi de suite, entre guillemets.
Mais globalement, comme c'est ce qui donne, ça donne cette impression-là, parce qu'on sent bien que politiquement, au fond, l'affaire est pliée, et que diplomatiquement et militairement, au fond, au sens large du terme, c'est à peu près, l'avenir est à peu près dessiné, et qu'on ne reviendra, il n'y aura pas de remise en arrière et de remise en cause fondamentale. Il y aura peut-être des guerres qui peuvent durer encore un certain temps, je souhaite le moins possible, mais disons, c'est ce qu'on peut voir. Alors maintenant, il convient donc d'oublier toutes les réflexions bêtes et idiotes et méchantes et perfides et non diplomatiques en tout cas qui ont été sorties pendant ces longues années de conflit. Je ne ferai pas l'injure à nos responsables de leur rappeler les sottises qu'ils ont dit, les insultes qu'ils ont proférées qui sont indignes d'hommes d'État et de responsables, mais tout le monde les a bien en tête, depuis ceux qui trouvent que les gars d'El Nosra faisaient du bon boulot, que le président syrien ne méritait pas d'être sur terre, qu'on attendait le moment où il serait à la Haye, à Moscou, ou bien à 6 pieds sous terre, des choses qui sont indignes finalement de ministres des Affaires étrangères, de présidents, de diplomates ou de gens civilisés. C'est indigne. Bon, dans d'autres cas, on aurait appelé ça des appels au meurtre. Ça aurait été des citoyens lambda qui auraient dit ça. En un mot, il convient également d'oublier donc toutes ces âneries et de passer inaperçu à peu près, tout en continuant à alimenter la guerre. C'est ce qui se passe. Et ensuite, il convient d'oublier le plan de destruction, démantèlement en mini-État conceptionnel ou ethnique de la Syrie, comme ça a été le cas pour l'Irak, pour la Libye, pour le Liban, pour le Yémen, pour la Somalie, le Soudan, l'Afghanistan, les tentatives sur l'Iran, l'Algérie, etc., etc. Alors, un objectif commun, je suis obligé de le dire, des pays occidentaux, mais également d'Israël, de leurs alliés, de leurs cœurs battants, et des régimes ou des forces islamistes dans leurs deux allégeances, l'allégeance des frères musulmans, d'une part, sous le couvert de la Turquie et du Qatar, ça c'est l'allégeance frères musulmane, et puis l'allégeance wahhabite, donc couverte par l'Arabie saoudite et les Émirats, ou bien et donc par ces deux internationales. Alors, avec l'appui de toutes les autres branches islamistes, notamment des frères musulmans, dans tous les pays arabes et musulmans, dans ce que George Bush avait appelé humoristiquement le Grand Moyen-Orient, qui était extensible au gré des pulsions américaines, comme j'avais écrit dans un ouvrage précédent. Alors, avec une stratégie commune, finalement, cette coalition hétéroclite d'occidentaux, d'Israël et puis de régimes islamistes, finalement, de toute obédience, finalement, il y a une stratégie commune qu'on appelle le chaos constructeur. C'est une théorie américaine qui a pignon sur rue, tout à fait officiellement. Et le chaos constructeur, c'est également la théorie qui est préconisée par les régimes islamistes, par le mouvement islamiste. Dans la Bible, des mouvements islamistes parus à peu près après les événements de 2000 ont préconisé le chaos destructeur et la gestion de la barbarie et du chaos pour prendre le pouvoir dans l'ensemble des pays arabes et musulmans. Alors, la théorie du fou, encore, je noterai, la théorie du fou, c'est pas une folle théorie, c'est une théorie qui a été inventée par M. Nixon et Kissinger, les deux étant, M. Kissinger est fort vieux, mais toujours vivant, et toujours alerte, et donc c'est lui qui disait que les États-Unis, en tant que maître potentiel de la planète, devaient, pour pouvoir exercer leur allégeance et leur domination du monde conformément à la volonté divine, ils devaient être dirigés par des dirigeants dont une bonne partie donnerait l'impression d'être cinglés, détraqués et dérangés et capables de n'importe quoi, en quelque sorte des fous furieux. On a appelé ça la théorie du madman, la théorie du fou. Bon, c'est tout à fait une théorie officielle qui avait pignon sur rue et qui a pignon sur rue. Je pense que Donald Trump en constitue une bonne illustration, maintenant encore, bien qu'il ne soit pas si fou que l'on dit. En fait, dans tout ce plan de démantèlement général, j'en ai parlé déjà en long, en large, en détail, je ne reviendrai pas dessus, même pas pour la Syrie, il s'agit de banaliser toutes ces opérations, de même qu'on a banalisé le sort de la Palestine et résoudre une question politique en question d'affaires du siècle, avec des affaires commerciales, des affaires d'investissement, mais nier les périodes politiques, dissoudre par exemple, il y a eu un ethnocide et un politicide contre la Palestine, il y en a eu un contre l'Irak, contre la Libye, contre la Syrie, et d'autres pays, contre le Soudan probablement, et ainsi de suite. Alors, au fond, de banaliser tous ces problèmes-là, dire que au fond, c'est la volonté divine, et puis c'est la fatalité. Et surtout, de les faire paraître comme des problèmes séparés, mais disons, les Arabes et les musulmans étant tellement déraisonnables et tellement illogiques qu'on ne doit pas donner d'explication logique à tout ce qui se passe dans le monde où ils habitent, et que donc c'est ça, c'est le destin, en quelque sorte, c'est une question génétique, donc une folie génétique.
Alors, je ne reviendrai pas sur le cas de la Syrie, ces morts, les 400 000 morts, les 2 millions d'estropiés, les 14 ou 15 millions de réfugiés, de déplacés, d'exilés, les 2 tiers du territoire ravagé, et l'agression caractérisée, j'y reviens, je le répète, de 120 pays, y compris 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité, comme vous le connaissez très bien, donc je ne les rappellerai pas. Alors, je pense que cette agression caractérisée, elle existe, mais il faut faire oublier que ces guerres ne sont pas finies. En disant que la guerre est finie, on tend à faire oublier qu'elles ne sont pas finies, au contraire, et ça permet de les continuer en douce. Tout le monde a entendu parler des incendies, de la permanence des troupes occidentales, voire la reprise de Daesh dans le nord-est ou le nord-ouest syrien, de maintenir des présences comme ça pour empêcher, soi-disant pour finir de combattre Daesh, Daesh étant l'armée des États-Unis manifestement, et sinon de l'Occident. Bon, je pense que tout ça, il faut couvrir ce désir de revanche et de faire des guerres du 2e round. Il y a les sanctions, qui sont des armes de destruction massive, sur les sanctions économiques, financières, pour étouffer la Syrie, empêcher le retour des réfugiés, des exilés vers la Syrie, pour empêcher sa reconstruction, empêcher toute transaction, empêcher tout accostage de ports, avec des sanctions, des blocus, des embargos quasiment totaux, ou totalitaires, autrement dit, sur la Syrie, et qui s'étendent aux alliés et aux amis et aux voisins de la Syrie, y compris à la Russie, voire à la Chine, à l'Iran, à l'Irak, etc., sous des pressions énormes pour maintenir cet état de fait. Alors, on sait bien que globalement, c'est un conflit ouvert, non seulement par le nombre d'États qu'il implique, mais également, c'est vrai parce que d'un autre côté, l'État syrien n'a évidemment pas été isolé. C'est probablement ce qui l'a distingué d'autres conflits comme celui de Libye et d'Irak, notamment, ou du Soudan d'ailleurs, les événements, les aventures du Soudan, c'est que l'État syrien a su fidéliser des amis et des alliés. Alors, parmi les alliés, il y a le Hezbollah libanais, il y a certainement l'Iran, il y a certainement aussi peut-être l'Irak qui est en train de faire un retour un peu inattendu, disons, dans le giron de cette alliance autour de la Syrie, et puis des alliés fidèles comme la Russie, n'en déplaise aux esprits chagrins, la Russie, la Chine, les BRICS, et puis d'autres pays, des pays comme l'Algérie, comme des pays comme qui ont su soutenir d'une façon ou d'une autre la cause syrienne. Alors, seulement dire que ce n'est pas seulement le fait que la Syrie ait pu résister, malgré toutes ces dévastations, la Syrie n'est pas vaincue. L'État syrien, il a tenu le coup, il paie ses fonctionnaires, il paie les retraites, les salaires des fonctionnaires, y compris dans les zones rebelles. Il a reconstruit les infrastructures dans la mesure où il pouvait, malgré toutes les sanctions, et il arrive à trouver des solutions petit à petit, y compris des accords de réconciliation, d'essayer de noyer le conflit dans un océan de réconciliation par un jeu délicat entre la diplomatie, la réconciliation nationale et par la guerre, par les opérations militaires. Alors, il n'empêche que pour compléter l'aspect mondial, si quelqu'un en doutait, il y a donc 2 camps aux prises en Syrie. Je vais les rappeler brièvement. Il y a le camp je dis, de la légalité internationale, puisque ce sont les principes dont ils se réclament. C'est incluant la Syrie légale, l'Iran, le front libanais autour du Hezbollah, l'Irak qui ressurgit de son coma politique, et avec le soutien actif de la Russie et de la Chine, puisque ce sont la Russie et la Chine qui ont défendu la Syrie et empêché toute intervention militaire au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2011, au prix de je ne sais combien de visas. Alors, de l'autre côté, le parti de la guerre et de l'illégalité, je ne vais pas le redire, parce que ce n'est pas la peine quand même de s'acharner, mais vous avez bien noté qui c'était, et malheureusement, voilà. Alors, après, qui pourrait nier la centralité du conflit syrien, vu de Téhéran, quand on sait que les Iraniens disent « qui défend Damas, défend Téhéran ». Qui pourrait nier la centralité du conflit syrien du point de vue de la Russie, quand les Russes disent « qui défend Damas, défend Moscou ». C'était les paroles des dirigeants russes, jusqu'à maintenant. Qui nierait l'importance de ces guerres syriennes, les guerres de Syrie, toutes les guerres, pour la Chine, par exemple. La Chine, n'oublions pas, a un profil plus discret peut-être sur le terrain, mais elle est très présente et s'intéresse bien évidemment à la reconstruction de la Syrie. Et puis, on doit noter quand même que depuis 2011, elle est présente au Conseil de sécurité aux côtés de la Russie. Et une chose symptomatique qu'on oublie souvent, c'est que la Chine, depuis son admission au Conseil de sécurité dans les années 70, quand elle a pris la place de Taïwan, donc de la Chine nationaliste, au
Conseil de sécurité et aux Nations Unies, la Chine a utilisé, je crois, 8 fois ou 9 fois le veto. Elle l'a utilisé là-dessus 7 fois pour la Syrie, le dossier syrien. Les 2 autres cas étant des affaires qui concernaient Taïwan, qui concernaient des affaires internes de la Chine, en quelque sorte. Mais le seul problème international sur lequel la Chine a utilisé son veto, et massivement, puisque c'est 6 ou 7 vetos sur un total de 8 ou 9, quelque chose comme ça, en 8 ou 9 ans. Alors, donc, on criera au complotisme. L'état profond, en fait, c'est loin d'être une théorie du complot. Les opinions publiques, en fait, chez nous même, ne sont pas dupes. Les opinions publiques, elles ne croient pas un mot de ce que racontent leurs élites, les médias, les politiques, les intellectuels. Ça, c'est clair. Et quand il est clair de voir quand il y a des interventions d'officiels, etc., et puis il y a un bloc de discussion après, dans cette divine, dans cette discussion divine qui a lieu après, on voit qu'il n'y a pas un seul commentaire qui approuve ce qui a été dit par les officiels. C'est toujours non. Ils racontent des bêtises. On ne les croit pas. L'opinion publique n'est pas dupe, mais l'opinion publique est désarmée, puis c'est pas l'opinion publique qui fait les politiques. C'est le rôle des politiques, c'est le rôle des médias d'informer sur la politique, le rôle des diplomates de faire la diplomatie, de conduire une politique étrangère d'après ce qui est décidé par les hommes politiques, et aux intellectuels de commenter. Jadis, je croyais que la France était le pays des Lumières, le pays de la raison. Et comme je dis toujours, il y a une panne de courant, une panne de secteur et une panne de batterie en même temps, et puis des courts-circuits un peu partout, parce qu'il n'y a plus de lueur d'intelligence à attendre dans notre intelligentsia. Rarement une intelligentsia aura si mal mérité son nom, et on hésite presque, on pense peut-être que c'est une plaisanterie quand on en parle. Bon. Alors, en tout cas, je trouve qu'il est étrange que pour pénétrer sur l'enceinte sacrée des plateaux, des tribunes, des lieux de débat, des autres lieux de révérence, comme on dit, tant d'élites, tant d'intellectuels laissent au vestiaire pas seulement leur portable et leur barda, mais ils laissent leur intelligence, leur sens critique et tout, leur honnêteté au fond, et ce qui les rendrait respectables, et leur bon sens. Alors, je vais vous lire une citation. En fin de compte, nous, l'humanité, prenons les décisions finales, c'est une citation, quant à la direction que nous voulons prendre pour notre planète. Au moment que nous choisissons, nous pouvons changer l'expérience humaine à tout moment. La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est la véritable puissance dirigeante de notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Fin de citation. Il s'agit d'un Américain qui s'appelle Edward Bernays, qui a écrit ça il y a un siècle presque, dans un livre intitulé Propaganda, en anglo-saxon, et qui écrivait ça. C'était le père des relations publiques, c'est un auteur très connu. Il a écrit un livre qui est disponible, je crois bien encore peut-être bien dans le commerce, dont nous pouvons le retrouver. Il s'appelle Propaganda. Il s'appelle Edward Bernays. Mais en Amérique, comme il faut le reconnaître, l'Amérique a beaucoup de défauts, elle a une politique assez idiote, souvent assez stupide, mais il faut reconnaître qu'il y a plein de grands hommes. Et des grands hommes, ils sont grands parce qu'ils sont libres, des intellectuels qui sont libres. Et moi, je leur rends hommage quand même. C'est pas ma tasse de thé, les intellectuels américains, mais il faut le dire, par rapport aux nôtres d'intellectuels, eh bien, ils ont de la classe. Voilà. Pour au moins certains d'entre eux, pas tous. Je ne parle pas de Bolton ou de Friedman ou je ne sais pas quoi, Wolfowitz ou toute la clique néoconservatrice, mais voilà. Alors, dans la bagarre, qu'est-ce qui se passe? C'est la déliquescence et la ruine totale du système onusien, qui est engagé, en fait, depuis 1991, que Poutine qualifiait de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Je crois que c'est vrai. La chute de l'URSS, donc... Alors, on peut rappeler la chronologie, un ordre bipolaire pendant toute la guerre froide, jusqu'à 1991. Après, dès la fin de 1991 jusqu'en 2011, un ordre unipolaire américain, qu'on appelle le moment unipolaire américain, qui est marqué par la fin de l'histoire qu'écrivait Fukuyama, et avec un tournant décisif en 2011. Alors pourquoi 2011? Mais moi je vais vous dire la raison de mon point de vue, parce qu'en 2011, en mars 2011 encore, quand il y a un projet de résolution occidentale sur la Libye qui est présenté au Conseil de sécurité, il passe et il y a une abstention et des réserves de la Chine et de la Russie, mais il marche encore. Et en octobre, 7 mois plus tard, sur la Syrie, eh bien, il y a le premier double veto qui ne cessera plus. Les doubles vetos sera suivi d'une longue série d'autres vetos. Si ce n'est pas un tournant,
Alors après, les Occidentaux vont mettre des années à espérer que la Russie et la Chine rejoindraient la communauté internationale. C'est un peu comme l'histoire du continent qui était isolé quand la Grande-Bretagne était noyée sous le fog et sous le brouillard. Voilà. Alors, les Occidentaux, on remarquera que le moment 2011, ça marque le début de la fin pour l'hyperpuissance américaine, avec la résolution donc 1973 de mars 2011 sur la Libye et le refus, le veto, le double veto russo-chinois en octobre 2011 qui ferme définitivement la voie à toute intervention sur un changement de régime. La prise en main, ensuite, il y aura la prise en main progressive du dossier syrien par la Russie, internationalement. Donc 2011, en 2013, pour les histoires de gaz chimique, en 2015, à nouveau, en 2017, 2019, il y a toute une série, je ne rentrerai pas dans les dates, que ce n'est pas ça l'objet, au fond, mon souci. Aujourd'hui, vous le trouverez ça dans mon livre, et c'est très très bien expliqué, évidemment, d'une façon merveilleuse. Voilà. Alors, je pense que les Occidentaux, qui sont habitués à dire le droit, et à faire l'histoire, finalement, parce que c'est comme ça qu'ils se présentent eux-mêmes. Même M. Macron disait, on dit ça, je crois que c'est le métier de la France, de dire le droit, de faire le droit, etc. Alors, donc, moi, je ne crois pas. D'abord, on irait fort mal si c'était le cas. Mais enfin, ils n'attendent, en gros, ils n'attendront qu'un bon prétexte. Ils croiront, ils voudront se faire à l'idée que la Chine et la Russie n'attendent qu'un bon prétexte pour les rejoindre dans la communauté internationale. Mais en attendant, ils vont travestir le droit, c'est-à-dire le caricaturer, le défigurer, en inversant le sens des concepts et des mots, en maquillant en opération légitime les violations les plus grossières des principes de la Charte des Nations Unies, souveraineté, non-ingérence, obligation de négocier, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit des États à décider de leur régime politique, et d'autres, et j'en passe et des meilleurs. Bon. En qualifiant d'États préoccupants, non pas ceux qui sont préoccupants en soi, mais ceux qui les préoccupent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, c'est ça, et en attribuant aux États qui leur déplaisent leurs propres agissements. C'est quand même un chercheur israélien, de ces nouveaux historiens, qui disait, voilà, il a défini les États voyous. Un État voyou, c'est celui qui possède des armes de destruction massive, celui qui viole régulièrement la légalité internationale, vous me suivez, hein, et ensuite celui donc qui est une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Alors là, en gros, mais je crois qu'il pensait que le GPS allait conduire directement à la Syrie, à l'Iran, à l'Irak, à la Corée du Nord. Le manque de peau. Lorsque les gens lisent ça, ils disent mais c'est les États-Unis. Malheureusement, c'est la Grande-Bretagne. Et puis je me rapproche d'ici bon, mais on y est déjà, donc j'en parlerai pas. Voilà, de la France, autrement dit, et d'Israël, bien évidemment, qui est derrière tous les mauvais coups. Alors, voilà. Rappelons pour finir ce que commande, ça sera comme j'arrive à la fin de mon intervention, rappelons pour finir ce que commande le droit commun. Au fond, on oublie toujours, tout le monde trouve ça normal que la France veuille décider du régime syrien, de son gouvernement, de son avenir, etc. Bon, on n'est plus à l'époque du mandat, ni même à l'époque de la colonisation, au moins dans la théorie. Bon, on trouve normal que Trump aussi fasse la même chose, ainsi de suite. Alors, je dirais, de quel droit les élites occidentales s'arrogent-elles le droit de dire le droit de décider du gouvernement et du destin des autres pays et des autres peuples, en Syrie par exemple, et dans tous les pays de la planète, et à donner des leçons de morale. De quel droit? Alors qu'elles sont incapables souvent, les dites élites, si vous suivrez, je n'ai pas besoin de vous faire de clin d'œil, vous suivrez peut-être ce que je veux dire par là, alors qu'elles sont incapables de gérer leur pays, même par temps calme. Alors, ne parlons pas de la manière dont elles sont aptes à le gérer par gros temps, parce que ça n'arrive pas. Mais c'est de l'humour du XXIe siècle. Alors, sur quel fondement, d'ailleurs, on peut se demander, se permettent-elles de faire la morale à l'humanité entière, alors que leur comportement peut souvent être considéré désormais, ça n'a pas toujours été comme ça quand même, je crois, sans foi ni loi, et j'ajouterai sans vergogne, puisqu'ils s'en vantent. Alors, dans ce modeste exposé, j'aurais dû sans doute évoquer des sujets de fond qui sont traités dans les guerres de Syrie, parce que je pense que c'est indispensable, mais je n'ai pas le temps. J'aurais dû traiter des sujets de fond qui sont rarement ou jamais évoqués dans le cadre même des guerres de Syrie, sans lesquels on ne peut comprendre, à mon sens du moins, mais au sens des gens sensés, le conflit de Syrie. Pas plus d'ailleurs que tous ceux qui succèdent en jet continu depuis 1990-91 sur tous les pays arabo-musulmans, notamment, mais également sur d'autres pays de la planète. Et notamment qui implique la rencontre, c'est plus que 3 lignes à dire,
de la géopolitique traditionnelle. Alors ça, je serai intarissable, donc vous me permettrez d'avoir tari à la source, d'avoir fermé le robinet dès le départ sur ce sujet. La géopolitique traditionnelle, qui est une discipline relativement récente, elle remonte à la fin du 19e siècle, elle est d'inspiration germanique, allemande, c'est l'espace vital, hein, c'est ça, et ensuite anglo-saxonne, les Britanniques d'abord, les Américains ensuite, ce qu'on appellera les empires de la mer. Bon. Alors il y a le Heartland, le Rimland, et puis ces pays qui se trouvent entre les deux, la ceinture verte musulmane, et puis les territoires îles périphériques où sont les empires de la mer. Vous trouverez dans les guerres de Syrie, c'est expliqué en large et en détail, mais sans trop de détails, mais pour donner une idée claire de la situation. Ça, c'est la géopolitique traditionnelle. Néanmoins, on ne comprend pas ce qui se passe sur la planète si on n'a pas une idée au moins à peu près pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe dans le monde arabe et le monde musulman. Ensuite, il faudrait faire appel au messianisme religieux ou autre. Alors là, il y en a en pagaille, il y en a au moins 4 qui se... Alors, il y a le messianisme religieux, ce qu'on appelle le sionisme, donc le messianisme juif. Il y a le messianisme sioniste chrétien, qui est celui des églises évangéliques, d'un certain nombre d'églises chrétiennes protestantes plutôt de tradition. Il y a ensuite le messianisme trotskiste, puisque ce sont les trotskistes qui ont inspiré, on l'oublie souvent, c'est un messianisme marxiste, dissident, anti-soviétique, mais disons un messianisme quand même, et qui ont donc qui ont inspiré les néoconservateurs américains, et israéliens d'ailleurs, hein, on l'oublie trop souvent. Dans leur création, ce ne sont pas des partisans de Reagan et des républicains, ce sont des démocrates, les groupes trotskistes, qui sont à l'origine du néoconservatisme. Ensuite, donc tous ces messianismes religieux, et puis il ne faut pas oublier non plus le messianisme islamiste, car les mouvements islamistes et les régimes islamistes des deux obédiences que je viens de mentionner, et les forces terroristes qui les soutiennent ou qu'ils soutiennent, les djihadistes, et toutes les forces des frères musulmans dans les différents pays et autres variétés de forces islamistes, eh bien, développent aussi leur propre messianisme, c'est-à-dire nous sommes un peuple élu. Tous les messianistes, ça consiste à dire quoi? On est un peuple élu. C'est ce que pensent les sionistes, c'est ce que pensent les Américains, nous sommes le nouveau peuple élu, c'est ce que pensent les trotskistes, nous sommes, il y a le messianisme, c'est pour le triomphe de la justice, de la vérité, même en allant à rebours des principes qu'ils ont adorés. Et puis l'islamisme aussi. Donc l'islamisme, c'est établir des États islamiques, le califat, les lieux saints, etc. C'est la volonté de Dieu, tout ça. Il y a une racine religieuse qui, si on n'a pas conscience de ceci, elle joue à plein en ce moment autour de Trump, des néoconservateurs américains, des groupes sionistes, à la fois du gouvernement israélien actuel notamment, mais ensuite de tous les lobbies qui les soutiennent ici ou là ou à l'étranger. Et puis les islamistes, je vous fais pas il y a même s'il y a des rivalités, c'est parmi les guerres en question entre par exemple la Turquie et l'Arabie Saoudite, il y en a l'un qui veut rétablir le califat perdu il y a un siècle, et l'autre qui s'érige en gardienne des lieux saints, donc un gardien de l'islam sunnite, par exemple. Après, il y a une rivalité entre quelques instances sunnites et chiites, au moins instrumentalisées, pour avoir la main mise sur le monde musulman, globalement. Alors, je pense que la convergence de tous ces messianismes, c'est largement responsable de tout ce qui a été, de tout ce qu'on a vu depuis 2011, mais bien avant en fait. Alors, moi, les origines historiques, voilà ce que j'avais à dire globalement. Je pourrais développer ad vitam aeternam, mais comme on n'est pas ici pour l'éternité, et donc j'en ai fini, moi je laisse à vos questions, à votre sagacité, les interrogations que vous pourrez avoir. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces derniers points, parce que c'est relativement long quand même. Je pense qu'il faut savoir que ça existe, et que dans mon livre, j'y ai consacré quand même de longs développements. Hein. Alors, après, sur le mensonge médiatique et la guerre médiatique, la guerre de désinformation, alors ça c'est clair et net, ça a déjà été fait et dit et refait. Jusqu'à maintenant, ça subsiste, et je n'arrive pas à comprendre comment des intellectuels français, comment des journalistes français, je ne parle pas des politiques qui n'ont pour seul horizon celui de leur réélection, mais je n'arrive pas à comprendre comment des journalistes peuvent estimer qu'ils font bien leur travail quand ils se comportent comme ils se comportent dans tout le mainstream, c'est-à-dire la presse officielle, les télévisions, les radios, les débats, etc. Et comment les intellectuels qui ont pour destinée de penser, de réfléchir, d'informer et de communiquer se comportent aussi stupidement et à bêler devant la doctrine officielle.
Je n'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est au-dessus de mes forces. Mais comme c'est la réalité, voilà. Donc, on se réfugie dans l'Internet. Souvent, les gens qui défendent des thèses dissidentes se réfugient sur les sphères de l'Internet, là où sévissent les fake news, transformés en un joli néologisme que je vous recommande, l'infox. C'est la traduction française des fake news. Je trouve que c'est un beau néologisme. L'intox. Et, disons, la guerre médiatique, le matraquage, etc., la guerre psychologique, ce qu'on appelait jadis, dans les régimes communistes, l'agite-prop, l'agitation propagande. Alors voilà tout ça. J'aurais pu je vous parle je parle également les complotistes, la démolition de la théorie du complot qui est complètement profondément idiote, puisque ça amène ça pour résultat que ce sont ceux qui complotent qui crient au complotisme, et ils appellent complotisme, ce qui est anti-étymologique, ceux qui dénoncent des complots, alors qu'eux-mêmes les dénoncent partout et voient partout des gens qui dénoncent des complots. Mais il y a un complot. L'archevêque de Canterbury, qui est un brave homme certainement et un homme très douable, écrit, je le signale dans les guerres de Syrie, il écrit à un moment donné, il n'y a pas bien longtemps que ça, il disait, mais la conspiration, mais vous voulez rire, enfin il ne dit pas ça comme ça, mais la conspiration, l'histoire humaine est une longue suite de conspirations. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je serai attentif à vos questions. Merci Michel. Merci. Donc, merci pour la clarté de ton exposé. C'est très bien dit. Alors, sans tarder, je passe la parole à mon grand ami Anis Nakrour. Vous avez le même tranche d'horaire du temps. Et ensuite, on va conclure en 3 minutes chacun de vous, si vous êtes d'accord. La parole circule ensuite. Voilà. Bon, je renonce à ma conclusion de 5 minutes, je l'ai déjà dite. Anis. Merci avant tout d'être présent et merci de me donner la parole. Et c'est difficile après ce que vient de vous dire Michel de rajouter des choses complémentaires. Plus proche, ça répond. Donc ce que je voudrais, c'est plutôt vous faire part de ma lecture de la crise que j'ai pu voir pendant les années où j'étais en Syrie, entre septembre 2011 et août 2016. La crise, au-delà du narratif occidental, dès le départ, n'était pas ce qu'on a essayé de nous faire croire, puisque nous le voyons sur le terrain, comme quoi c'était un soulèvement populaire pacifique qui était mené par des objectifs tout à fait louables. C'était peut-être le cas les quelques premières semaines où ça a commencé, mais quand je suis arrivé, il y avait déjà des exactions qui étaient commises par les rebelles contre les forces officielles de la police. Et ceci a été documenté lors d'une commission qui a été diligentée par la Ligue arabe, par le général Dabi, un général soudanais, que Abdelbas et moi avons vu lorsque nous étions à Damas, et qui montre déjà au départ que la crise syrienne n'était pas une crise intérieure, elle était tout de suite transformée en une crise régionale. On a pu le voir avec la fourniture d'armes, de fourniture de moyens financiers et de moyens de communication, de technologie, qui ont été fournis essentiellement pendant la première phase par le Qatar. C'est ensuite, en 2013, qu'est intervenue l'Arabie saoudite. Mais je voudrais revenir, avant de revenir sur cette crise-là, parce que personnellement, je pense que les prémices ont été posées dans le discours de M. Obama au Caire en 2009, juin 2009, quand il dit je ne veux plus faire ce que W a fait auparavant, je veux obéir aux normes internationales et je vais me dégager du Proche-Orient. Donc dès juin 2009, je dirais, les pays de la région s'attendaient à ce que les Américains se retirent. Et les Américains ont toujours été là, depuis les années 30. Mais encore plus depuis 2003. Et ça s'est effectivement passé, alors que personne ne le croyait, en décembre 2011, où on a vu le retrait quasi total des troupes américaines d'Irak. Il y a une concomitance, parce que c'est la première fois où il y a eu un attentat à la voiture piégée à Damas, le 23 décembre 2011. Il y a une connexion entre les activités terroristes qui étaient auparavant faites, essentiellement des actions individuelles. On est passé à une échelle beaucoup plus
je n'ose pas dire moderne, mais avec des moyens beaucoup plus sophistiqués à partir de décembre 2011. Mais cette crise, la façon dont elle a été gérée par la communauté internationale, a fait que, au départ, il s'agissait ce que dit Michel, ce qu'on appelait le groupe des amis de la Syrie. En effet, il y avait 120 États qui participaient à ça, et on avait tout de suite nommé un envoyé spécial des Nations Unies. Et on a nommé la personnalité de Kofi Annan, qui était venu et qui a réalisé très vite que la mission qu'il avait, il ne pouvait pas la mener à bien sans le concours des 5 permanents du Conseil de sécurité. Et il savait que les pays étaient divisés entre eux et que c'était extrêmement difficile à faire. Une réunion que nous avons eue, nous, chefs de délégation de l'Union européenne en Syrie, avant la conférence de Genève, il nous a dit, pour nous dire un peu quelles étaient les idées, les paramètres qu'il allait mettre en place, il nous a dit il y a 2 conditions qui peuvent me mener à croire que ce que j'ai à faire, je pourrais le mener à bien. Ces 2 conditions sont la première, que l'Iran participe aussi, parce qu'il n'était pas parmi les groupes des amis de la Syrie, mais qui participe. Et deuxièmement, que quelles que soient les résolutions que l'on tiendra à la fin, ce soit entériné par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces 2 conditions n'ont pas été réunies, à l'opposition de l'Arabie saoudite et surtout des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Donc l'Iran n'a pas pu intervenir. Et les paramètres de Genève, qu'on appelle, qui sont aujourd'hui, y compris maintenant, une sorte de, dans la lettre de mission qui est donnée aux différents envoyés spéciaux des Nations Unies sur la Syrie, n'ont pas pu avoir lieu. Du coup, M. Kofi Annan a présenté sa démission et tout de suite, on a vu que ce blocage entre les États membres, parce que là, on est encore avant les différents vétos de la Chine et de la Russie, on voyait très bien que c'était non plus la diplomatie qui primait, c'était plutôt les soutiens financiers, le soutien militaire aux groupes rebelles. 2012, il y a quelque chose d'important qui se passe aussi, c'est, et ça je l'ai vu au sein même de l'Union européenne, Lady Ashton, qui était la haute représentante pour les questions de diplomatie européenne, avait sa priorité, et ça elle me l'a dit, la priorité c'était pas la Syrie, c'était l'accord sur le nucléaire iranien. Et pas seulement elle, y compris l'administration de Obama. Donc tout l'engagement, parce que j'ai essayé de la convaincre, si vous intervenez avec les Iraniens sur le nucléaire, essayez de voir dans quelle mesure on pourrait s'appuyer sur eux pour essayer de jouer un rôle sur la Syrie. Mais là, il faut dire que mes interlocuteurs iraniens, les ambassadeurs que je voyais à Damas, ont été constants à me dire, vous négociez avec nous un sujet, la communauté internationale sur le nucléaire iranien. Une fois qu'on aura abouti à un accord sur le nucléaire iranien, nous serons à un État comme les autres États de la région et nous jouerons notre rôle comme nous avons à jouer notre rôle, comme une puissance régionale. Donc il y a quelque chose, on est passé d'un mouvement qui à l'origine avait des contestations, est passé à un mouvement armé et qui très vite, en 2012-2013, a perdu la main puisqu'il a été pénétré par des mouvements djihadistes avec des soutiens de gens qui venaient de Libye, d'Afghanistan et d'ailleurs de Tunisie énormément au départ. Puis ensuite, ça a été les autres pays européens, tchétchènes, et ouïghours et chinois. Donc, quelque part, l'évolution elle-même a fait que le changement de régime ou le futur de la Syrie n'était plus entre les mains des Syriens, mais il était entre les mains de tous ceux qui intervenaient. Et on passe d'un nucléaire iranien sur le plan du désarmement nucléaire à 2013, où il s'agit d'un désarmement des armes chimiques, où on est passé d'une logique qui était essentiellement des questions nationales en Syrie à des choses qui sont à la fois régionales et puis aussi qui concernent toute la communauté internationale. Et ceci a duré entre 2013 et 2014, puisque le désarmement a été annoncé, la fin de la mission des Nations Unies et de l'OPCW a fini en juin 2014. Ceci pour vous dire que au moment où s'achevait cette négociation sur le nucléaire, ou du moins on était dans les phases finales. Et à ce moment-là, on ne voulait pas mettre de la pression sur l'Iran. Et donc l'Iran avait un peu soutenait le gouvernement syrien dans son conflit avec les autres intervenants, saoudiens, américains et autres troupes qui venaient de partis par des groupes armés.
Mais 2014-2015, on passe à l'accord sur le nucléaire, et c'est déjà le premier échec de la coalition internationale. Parce que j'étais avec des responsables syriens lorsque James Foley a été décapité, le journaliste américain, en août 2014, et mes interlocuteurs syriens me disaient il a suffi qu'un journaliste américain soit tué par Daesh pour que vous découvriez soudain, l'importance que la lutte contre le terrorisme a pour nous et les conséquences que ça va avoir, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la région. La première coalition internationale a été menée essentiellement par les États-Unis, mais avec des contributions d'autres États, y compris la France et la Grande-Bretagne. Mais le premier bilan en 2015, ça a été que ce n'était pas un succès. Et à ce moment-là, on a vu l'État islamique arriver quasiment aux portes de Damas, avec la chute de Palmyre en mai 2015. Et c'est ce qui a provoqué l'intervention de la Russie, puisque à ce moment-là, on avait des informations comme quoi des Tchétchènes pouvaient aussi intervenir en Russie. Et à partir du moment où il y a eu l'intervention, du moins la présence de troupes russes en Syrie, il ne s'agissait plus d'essayer de trouver un consensus au niveau international par les 5 grands, avec le soutien, là je n'ai pas cité les différents autres envoyés spéciaux des Nations Unies, parce qu'il y a eu Kofi Annan, il y a eu Brahimi, et il y a eu ensuite de Mistura, et qui à ce moment-là était complètement marginalisé. Entre 2014 et 2015, soudainement, les négociations n'ont plus lieu à Genève, mais plutôt à Vienne. Et c'est toute la procédure qui a fait que petit à petit, les Nations Unies ont passé la main essentiellement à la Russie, à l'Iran et à la Turquie pour essayer de trouver une solution à la crise, à la confrontation. Cette tentative a été double à la fois par le processus d'Astana et le processus de Sochi, qui était un élément de déconfliction pour essayer de baisser la tension, et le deuxième pour essayer de réunir autour d'une table des gens de l'opposition avec des officiels du gouvernement pour essayer de trouver un consensus qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, mais qui, aujourd'hui, on a nommé le 4e envoyé spécial, Pedersen, depuis le début de l'année. Je suis absolument incapable de vous dire quelle est sa lettre de mission, qu'est-ce qu'il va vouloir en faire, quelle est sa stratégie pour essayer de baisser la tension et de trouver une solution. On se trouve dans une configuration où les Nations Unies ont littéralement passé la main, ont échoué, ont failli, et il n'y a pas de solution alternative. Là, aujourd'hui, la procédure qui est engagée, le processus qui est engagé par la Russie avec l'Iran et la Turquie, ça fait maintenant 2 ans et demi que c'est en route, mais ça patine, ça n'a pas on ne voit pas de procédure. Par contre, ce qui a d'important, qui a révélé, ce que la crise syrienne a révélé, c'est un peu l'insignifiance de l'Union européenne. J'étais à l'Union européenne, je représentais l'Union européenne pendant 5 ans en Syrie, et j'ai pu voir à quel point la présence, c'était essentiellement de l'assistance humanitaire. Madame Mogherini, en octobre 2015, a inventé une formule qui est contradictoire en termes, qui dit la diplomatie humanitaire. Ça n'a pas de sens, mais la seule chose que nous faisons, c'est aider les réfugiés, c'est essayer de faire en sorte que leur situation soit moins difficile qu'elle n'est, mais surtout, on essaie par là d'éviter de ce que les bombes à retardement que sont les réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie ne débordent un jour en Europe. On l'a vu en 2015 avec les différentes approches des pays européens qui, chacun, a repris sa souveraineté pour réimposer ses frontières, contrairement aux agréments qui étaient ceux de Schengen ou les accords de Dublin. Ce qui fait que ces crises-là sont permanentes et elles ne sont pas, c'est pas parce qu'on les gère aujourd'hui, qu'on les contient aujourd'hui, que demain elles ne vont pas revenir. C'est pour ça que ce sont des bombes à retardement que je pense on va avoir par la suite en Europe. Premièrement. Deuxièmement, vous avez eu tout de suite, la première 2014, l'État islamique, les attaques de la coalition internationale sur l'État islamique, vous avez eu Charlie Hebdo et Bataclan, des questions de sécurité et de terrorisme. Aujourd'hui, vous avez du mal à imaginer ce qu'était la France en 2010. Il n'y avait pas de soldats partout dans les aéroports, il n'y avait pas une insécurité collective qui est permanente.
Mais pas seulement en France, on le voit aussi, j'étais il n'y a pas longtemps en Angleterre et à Amsterdam, c'est la même chose partout. C'est devenu une sorte de phénomène dont on ne sait pas comment on va le gérer à court terme. On fait semblant de faire en sorte qu'on le contrôle, mais en réalité, il y a aujourd'hui un autre problème qui est important, c'est le retour des familles des djihadistes qui sont aujourd'hui dans des zones kurdes. Exprès, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui se passe, c'est essentiellement les équilibres qui sont en train de se mettre en place et qui sont peu rassurants pour l'Union européenne et pour la France. Mais au-delà de ça, sur le niveau de l'échec, quelque part, de l'opportunité qu'avait l'Union européenne de prendre à bras-le-corps une question qui allait l'influencer, aujourd'hui, l'Union européenne, les déclarations qu'on fait, vous l'avez vu, les difficultés qu'il y a eu, simplement à désigner le président de la Commission, le président du Parlement et tout ça. C'est les conséquences de l'élection européenne, d'une dérive beaucoup plus à droite des opinions publiques, d'un populisme, et ce qui fait que l'Union européenne, qui pourtant, on est riverain, la menace est là, on est totalement inaudible. On est un peu comme ces chœurs dans les tragédies grecques qui sont loin, qui disent attention, les dangers vont venir, mais on n'est pas dans le champ politique, on n'est pas dans la scène politique elle-même. Je ne peux pas être optimiste quant à l'avenir à court terme, mais ce que je mesure, c'est la diminution, pour ne pas dire l'obsolescence totale aujourd'hui, de la présence européenne sur le plan politique, sur ce conflit-là, mais comme sur d'autres conflits. Avec l'arrivée de Trump aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est en train de se passer, qui est en cours, c'est le désengagement complet, le désintérêt, au-delà de ça, des Américains vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, au Yémen et au Soudan. Il y a une sorte de délégation à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à l'Égypte, d'essayer de gérer ça entre eux. Ils viendront en soutien, on leur fournira les armes, on leur fournira les moyens éventuellement, l'intelligence, le reste que eux n'ont pas, mais ce n'est pas, on ne peut pas concevoir, il y a une continuité dans le départ des troupes américaines et la position de Trump, et quand on voit que les analyses que l'on fait aujourd'hui, probablement on anticipe l'élection du président Trump encore en 2020, ce qui fait qu'on en a encore pour 5 ans. Donc sur cette note assez pessimiste, je vous laisse et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Bon, merci, cher Anis. Donc, oui, à court terme, c'est pas très optimiste tout ça. Alors, selon le canevas de cette soirée... J'espère me tromper dans cette analyse. Pas de beaucoup. Selon le canevas de cette soirée, donc après, on donnera la parole à chacun de vous 3 minutes pour conclure, si vous souhaitez. Mais après les questions, Et bien sûr, il y aura des questions, mais avant les questions, je vais faire 2 annonces. Donc, Michel, si tu veux bien conclure, tu as 3 minutes. Oui, bien sûr. À conclure en 3 minutes, oui. Ce que je voudrais dire, bon, j'ai évidemment pas, il y a plein de choses que je n'ai pas traitées, mais je ne veux pas, encore une fois, infliger une prélecture après la lecture. Et puis, je pense que c'est trop compliqué en si peu de temps. Moi, je suis optimiste. Ça n'est peut-être pas apparu si nettement que ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie toujours. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'Europe, si on veut. Je pense que si l'Europe est inexistante, c'est parce que, comme dit le proverbe, quand on peut s'adresser au bon Dieu, il ne faut pas s'adresser à ses saints. Quelle utilité d'écouter au fond les voix de l'Europe, alors qu'on sait que l'Europe se range toujours derrière l'Amérique dès que la situation chauffe un petit peu. Je pense qu'il y a aussi ça, cette incapacité à se démarquer vraiment d'une façon positive, disons, vis-à-vis des États-Unis. Je pense que c'est ça. Mais globalement, moi je crois que la guerre syrienne, je crois qu'il y a un équilibre des forces, on parle d'équilibre mondial, c'est cet équilibre qui est personnifié par l'existence de 2 camps qui se disputent autour de la Syrie et de toutes ces guerres. Or, c'est la guerre du gaz, la guerre pour Israël, la guerre entre les aspects religieux, les aspects stratégiques, l'espèce de jeu d'échecs planétaire entre la Russie et la Chine, entre toutes les différentes forces mondiales. Il y a vraiment 2 camps qui se disputent, disons, autour de la Syrie. Et donc, il y a, jusqu'à présent, je crois, y compris militairement, il y a un équilibre ou un déséquilibre qui s'est créé, qui n'est plus celui d'il y a 20 ans. Je pense que la parité militaire, par exemple, je ne suis
suis pas sûr qu'elle existe encore au profit des États-Unis, en tout cas. Et je ne suis même pas sûr qu'elle existe en tant que parité. Je ne suis pas sûr du tout. Ce qui explique d'ailleurs que les Américains menacent beaucoup. Ils sont a priori furieux, mais ça, ce n'est pas de la diplomatie. Mais jamais, à toute étape, ils se dérobent au dernier moment après avoir menacé, tempêté, etc. Y compris pour la Syrie. On en a encore fait, ou pour l'Iran, par exemple, on en a encore fait l'expérience récemment. Je pense que ce n'est pas seulement une question d'équilibre du pouvoir au sein à la Maison-Blanche et dans ses alentours, mais c'est aussi une question de parité stratégique et militaire et le doute, disons, entre les gens du Pentagone, les services de renseignement américains, qui ont peut-être des doutes sur l'issue d'une guerre si elle était engagée par la partie qui est belliciste quand même, qui est bien la partie américaine. C'est pas l'Iran qui menace, c'est quand même pas, c'est pas l'Iran qui encercle les États-Unis, c'est pas la Syrie qui encercle les États-Unis. C'est bel et bien quand même les États-Unis qui ont un réseau de base partout dans la région et partout dans le monde d'ailleurs. Hein. C'est eux qui ont une politique qui menace, qui sanctionne, qui bombarde et qui estiment qu'ils sont en droit d'obtenir ce qu'ils veulent par la force, de réaliser la volonté divine par la force. Alors je pense que ça, c'est pas de la diplomatie, mais je pense que l'équilibre militaire, il n'est plus ce qu'il était. Et donc que finalement, cette peur, finalement, ce nouvel équilibre de la terreur, je pense que ça dissuade. Et je suis persuadé que l'équilibre qui s'est instauré durant les années de la guerre syrienne, depuis 2011, tel qu'il est apparu, eh bien, c'est un élément important de l'équation. C'est de moins en moins une inconnue dans l'équation autour du conflit de Syrie. Et donc ça, à mon avis, l'équilibre des forces qui est installé, il ne peut plus, il n'est pas réversible, on n'imagine pas. Il se trouve que la Syrie, pour son grand bonheur, fait partie du camp qui est potentiellement vainqueur, pour lequel, disons, les affaires sont pliées. Alors ça peut paraître paradoxal, effectivement, parce que il y a des guerres qui continuent, hein, qui sont, disons, d'une autre forme, des guerres du deuxième round, comme moi je les appelle, mais c'est vrai, mais néanmoins, tout ce qui a été acquis, on ne voit pas très bien comment l'équilibre qui s'est instauré pourrait échapper, disons, et être renversé maintenant, et que la Syrie se retrouvait être soumise à un traitement de pays vaincu, alors qu'elle appartient objectivement au camp qui l'a emporté, en faveur duquel s'est établi l'équilibre, disons, durant ces années syriennes, précisément. Le nouvel ordre mondial, il se dessine, et il n'est pas en faveur du camp sortant, des tenants du titre, mais en faveur des challengers, si on veut. Et la Syrie fait partie de ce camp-là. Donc ça pèse lourd, je pense, dans son avenir. Ça doit inspirer confiance. Moi, je suis conscient, je ne pense pas que le conflit syrien, honnêtement, alors je peux me tromper, je ne suis pas Madame Soleil, ni j'ai pas de don prophétique, mais je suis persuadé que, disons, l'ordre des choses ne reviendra jamais comme avant, et que la Syrie, finalement, finira par gagner. On n'imagine pas un règlement définitif des guerres de Syrie, du conflit syrien, et puis que la Syrie se trouve, pour parler clair et franc, amputée de Idlib et puis du nord-est syrien, comme si de rien n'était, comme si elle avait été vaincue. Alors que finalement, toutes les guerres qu'elle a menées, elle a été vainqueur. Et j'ajouterais même une chose, pour ceux qui disent ce sont ses alliés surtout, d'accord. La Syrie, elle doit une fière chandelle, j'utilise souvent la formule, à la Russie et à ses alliés. Mais il ne faut pas oublier que l'armée syrienne a tenu seule depuis mars 2011 jusqu'à septembre 2015, jusqu'à l'intervention russe. Il n'y avait pas de militaires étrangers, sinon des conseillers peut-être, probablement, mais il n'y avait pas de présence militaire étrangère. C'est l'armée syrienne, pour le meilleur et pour le pire, qui a tenu toute seule. 4 ans et demi, la moitié des années passées, plus de la moitié des années passées. Et ensuite, eh bien, toutes les opérations qu'elle a entreprises, avec le soutien, bien sûr, de ses alliés, qu'il ne s'agit pas de ses amis, au fond, bien, elle les a gagnés. Et on ne voit pas très bien pourquoi elle renoncerait depuis un vague Erdogan, ou face à des forces kurdes dont les aspirations sont d'une légitimité douteuse, finalement. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Le Kurdistan syrien, mais qu'on me le montre, qu'on me montre la carte, sa base, etc., et qu'on ne me montre pas que toutes ces revendications ne sont pas largement usurpées. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Donc, merci Michel. Anis, pour conclure, je voudrais simplement rebondir sur le point de l'Union européenne. L'Union européenne est atone aujourd'hui, principalement parce qu'elle est divisée. Principalement parce que
on n'arrive pas à trouver un consensus au sein même de l'Union européenne. Donc ne croyez pas que déjà le fait que, comme tu dis, on n'est pas le bon Dieu, mais on est un saint, mais on est un saint divisé, un saint qui n'a pas de voix, et essentiellement parce que, y compris, je vais citer une anecdote, on s'est réunis à un moment donné, fin novembre 2012, la situation était assez tendue à Damas même, et on a reçu des instructions de nous replier. Et on a fait une réunion avec les autres États membres qui étaient encore présents, et on a fait un tour de table, chacun de vous, qu'est-ce qu'il va faire et tout. La conclusion était, on s'alignera sur ce que l'Union européenne va faire. Ça, c'était jeudi soir. On reçoit un télégramme samedi en nous disant, vous partez. Mais on n'est pas partis tous ensemble. Les Roumains sont restés, les Tchèques sont restés, d'autres ont pu laisser à leurs agents locaux la gestion de leurs ambassades, ce qui fait que, même sur quelque chose de très simple, à un moment donné où c'était essentiellement sécuritaire, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas un message politique derrière. D'ailleurs, la délégation de l'Union européenne, elle est restée ouverte. Contrairement à ce qu'on dit. Nous sommes allés faire une démarche auprès du chef du protocole en leur disant, écoutez, la situation sécuritaire n'est pas bonne, on se retire temporairement tant que la situation est comme ça, mais dès que la situation le permettra, on reviendra. Et c'est ce que j'ai fait. On est parti début décembre, je suis revenu au mois de mai, conformément à ça. Et c'était un peu l'idée qu'on pouvait encore faire quelque chose. On devait garder le contact. Et l'Union européenne, en la matière, a été divisée. C'est pourquoi, et jusqu'à présent, on présente ça comme un geste de conciliation, de reconnaissance, alors qu'on a plié bagage, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, bon, un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, ils ont complètement perdu le contact. Et ils veulent essayer de monnayer leur retour. Or, en réalité, c'est une erreur qu'ils ont faite. On ne va pas refaire la même chose, reconnaissance de l'erreur qu'ils ont faite. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait peut-être prendre en considération aussi quand tu dis l'Union européenne s'aligne sur les Américains. C'est vrai, mais aujourd'hui, ça en devient embarrassant. Ça veut dire que depuis l'élection de Trump, les deux grandes réalisations de 2015, qui étaient la COP 21 et l'accord sur le nucléaire iranien, Trump s'en est retiré. Et quand je vous dis que mon analyse à moi est que probablement on en a encore pour 5-6 ans, nous, c'était un échec pour l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne était représentée aux négociations aussi bien pour la COP 21 que pour le nucléaire iranien. Ce qui fait qu'il y a un dédit, et c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'essayer d'imaginer l'Union européenne, tout ça, parce qu'on n'avait pas de plan B. On ne savait pas quoi faire si les Américains se retiraient. Et aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire entre l'Union européenne et les signataires qui sont encore là et l'Iran, on est entre les mains de Trump, parce que les sanctions peuvent nous tomber dessus. Donc c'est dire à quel point c'est extrêmement difficile dans le côté où on est divisé, dans le côté où le principal allié est un peu erratique. Je reprends l'exemple, fin décembre, quand Trump a décidé qu'il allait retirer ses troupes, même les Américains n'étaient pas au courant. Même Pompeo n'était pas au courant. Donc c'est pour dire à quel point il est extrêmement difficile d'essayer de concevoir pour l'Union européenne une alliance pour la Syrie ou sur la Syrie avec les Américains, alors que les Américains eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Merci Yanis, merci Michel. Écoutez, on a devant nous 25 minutes où la parole va circuler à la demande des uns et des autres. Alors je voudrais juste vous faire une petite précision. Octobre 2013, on a fait l'Assemblée générale, et là mes amis du collectif peuvent le dire, dans le rapport moral qui a été voté, nous avons dit, octobre 2013, qu'un nouvel ordre mondial est en train de naître. L'axe transversal, c'est la Méditerranée, et l'épicentre, c'est la Syrie. Moi, je me rappelle exactement des mots. C'est pour vous montrer à quel degré, dans le collectif de la Syrie, on est visionnaire. On a vu des choses. Et la parole divine que nous avons reçue tout à l'heure le confirmait bien. Alors, deuxième chose, très rapidement, la même conférence va avoir lieu le 26 octobre à Tulle, en Corrèze, à la médiathèque. Voilà, on va lancer les invitations pour la partie sud de la France. Troisièmement, la conférence est filmée, entièrement filmée, et vous allez recevoir le lien pour consulter. Voilà. Maintenant, le temps des questions est arrivé. Alors, à votre demande, et précisez à qui la question est posée. Oui. Vous avez dit que
l'arrière-fond de départ était probablement l'Iran, que la Syrie était prise dans le tourbillon où les Américains, les Israéliens et Américains voulaient limiter la capacité de l'Iran, tout au moins par un accord. Ils croyaient conclure un accord. Alors d'aujourd'hui, probablement que le régime syrien, il est sur place, il est moins menacé qu'avant, mais que l'issue sera toujours liée à la situation en Iran. Ça veut dire ou bien un accord avec l'Iran qui pourra redistribuer les cartes dans la région, ou alors un affrontement avec l'Iran, et la Syrie est liée à cette décision-là. Est-ce que ce n'est pas ainsi que les choses vont se dérouler? Alors, a priori, oui, c'est lié à la situation de l'Iran et c'est lié aussi à la situation d'Israël, parce que c'est Israël qui en fait une obsession avec cette question-là. Et si, ce que je n'espère pas, il y a une conflagration, je pense que pour le moment, on est au bord du gouffre avec les petits incidents qu'il y a eu sur les bateaux à 2 reprises dans le Golfe Persique ou dans la mer d'Oman. Je pense que toutes les parties sont conscientes qu'elles ont intérêt à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne fais pas de prospective à court terme ou moyen terme. Une des choses que j'ai apprises en Syrie, très souvent, les gens venaient me demander « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses ?» Alors, je dis, moi, mon analyse, c'est 2 mois, 3 mois maximum. Après, c'est de la spéculation. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Ça veut dire que quels que soient les éléments, avec des interventions extérieures, très, très variées, quelle que soit votre analyse, les choses ne sont pas comme normalement elles devraient se passer. Ce qui fait que, quand vous dites s'il y a une conflagration, j'espère, a priori aujourd'hui, vu les déclarations, vu les sanctions, vu tout ça, il y a encore des canaux de communication entre la Maison-Blanche et les Iraniens. Donc je pense, aujourd'hui, c'est spoilers, peuvent être les Israéliens. Pardon. Non, je peux... Oui, sur le... moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'Iran, de mon point de vue, ça n'est pas l'épicentre du conflit. L'Iran, c'est un élément, bien sûr, c'était un grand pays. C'est un élément indispensable de l'équilibre régional, mais je pense qu'il n'a pas la valeur symbolique pour l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. Il a une certaine valeur, mais il n'a pas la valeur symbolique qu'a la Syrie. La Syrie, c'est également la Palestine. La Syrie, c'est également le Liban. La Syrie, c'est également la Jordanie. La Syrie, c'est également, d'une certaine façon, un peu l'Irak. Et je pense que tout cet ensemble-là fait que c'est vraiment l'épicentre du conflit. Je pense que au fond, je crois notamment que la question palestinienne est au centre de l'affaire, et la transaction du siècle, finalement, est bien, le symbole de ça, de vouloir transformer un problème politique, un problème de droit politique, d'autodétermination, un problème international, en une affaire commerciale à la Trump, en pensant que tout s'achète à coups de milliards de dollars. Mais ça ne marche pas, parce que le peuple palestinien ne marche pas, et d'autres ne marchent pas. Et je pense qu'on ne doit jamais oublier, me semble-t-il, je ne suis pas un militant politique, disons... je ne sais pas si je suis convaincu. Mais disons, je pense que pour la Syrie, on doit toujours avoir en tête, il me semble, que la Syrie, c'est un ensemble. C'est la grande Syrie. Moi, j'y crois beaucoup. La grande Syrie, qui comprend le Liban, la Palestine dans son ensemble, c'est-à-dire les territoires occupés et ce qui est maintenant l'État d'Israël, la Jordanie, une partie de l'Irak, notamment le gouvernorat de Mossoul, des bandes de Turquie, je dirais, etc., etc. Et je pense que il y a une valeur symbolique à Damas qui n'existe pas. Bien sûr, Téhéran, c'est un très grand pays. Loin de moi l'idée c'est un acteur essentiel de la région. C'est un pays plus grand et probablement plus puissant que la Syrie. Mais la valeur symbolique, ça, on n'y peut rien au symbole. Comment expliquer autrement qu'Israël joue un tel rôle dans la région si on ne prenait pas le symbole et tout ce que ça représente, la charge émotive, la charge politique, la charge symbolique, la charge historique que ça représente. Si on ne prenait pas ça en considération, comment expliquerait-on qu'on tienne tant compte de l'État d'Israël au Proche-Orient et bien au-delà du Proche-Orient? On ne pourrait pas l'expliquer. Alors, on doit tenir bien plus compte des réalités iraniennes, ça va de soi. Mais je pense que ça, c'est lié, c'est la Syrie, ça.
je crois. Bien. Juste non, je voulais rebondir simplement sur la question palestinienne. À mon grand regret, j'ai eu 2 séjours à Jérusalem, l'un au consulat général de France entre 2000 et 2002, à l'époque où on pensait que l'État palestinien allait être annoncé, et tout s'est effondré, on a eu l'intifada et tout ça est parti. Et ensuite, en tant que conseiller politique de l'envoyé spécial du Quartet pendant 4 ans, entre 2007 et 2010, et là aussi, si je regarde aujourd'hui, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël puisque les Américains ont transféré l'ambassade. Trump vient de décider que les colonies étaient territoires. Qu'est-ce qui reste à négocier ? Je reprends le même exemple sur le Golan, puisque Trump a décidé que le Golan, les Israéliens pouvaient le garder. J'imagine une délégation syrienne en train de frapper à la porte de Tel Aviv en leur disant, écoutez, on veut négocier. Ils pourront leur dire, mais non, c'est terminé, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, ce sont des faits. Ça veut dire que je veux bien la valeur symbolique des choses, mais il y a des choses qui sont irréversibles. Ça veut dire que c'est très facile de dire Jérusalem, capitale éternelle de 2 États. On peut continuer à parler de l'application de la résolution 242, 1967, 2 pays vivant côte à côte. C'est très bien. Mais sur le plan pratique, quand vous vivez sur place, quand vous allez à Gaza, quand vous voyez les camps palestiniens, c'est extrêmement difficile de croire que quelque chose pourra sortir de là. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne est en déliquescence. Si l'Union européenne cesse de payer les salaires, il n'y a plus d'autorité palestinienne. Comment investirait ça ? Il ne s'agit pas de symbolique. Ça ne veut pas dire que je veux que ça se passe comme ça. Je suis en train de vous dire la façon dont les choses sont sur le terrain. C'est pas que j'ai vu les choses pratiquement comment ça se passe, et c'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal à croire que avec ton idée de redessiner la carte, tu sais, ça explique que c'était il y a un siècle. On n'a plus les moyens maintenant de faire un peu ce genre de choses. Anyway, mais ça veut dire d'essayer de redessiner une carte comme ça, parce que c'est à deux voter. Souviens-toi, au début de la crise syrienne, il y avait des pays qui disaient il faut qu'on revienne au mandat français avec un État alawite. On découpait les choses un peu comme si on avait un levier. On n'a pas de levier. Anis, pardon, excusez-moi. Non, mais il faut poser la question. Oui. Non, mais parce que... on finira ça à dîner. Disons, non. Et pendant que je pense que les plans de démantèlement, de morcellement ne sont pas du tout des plans du passé, ni des plans oubliés. Certainement pas. Tous les ans, le département d'État ou les services de renseignement américains publient une nouvelle version. Et depuis, c'est régulier, depuis au moins 1982, le plan Oded-Yinon, le colonel Peters, les plans américains de Joe Biden, etc. Tous les ans, il y a une nouvelle version des plans de démantèlement qui atteignent tous les pays, pas seulement la Syrie, mais toute la région, l'Irak, y compris l'Arabie Saoudite. Il y a des plans qui sont très, très vivants et qui paraissent complètement infaisables, et pourtant, il y a toujours des essais jusqu'à présent. L'Irak, le démantèlement de l'Iran, le démantèlement de l'Arabie Saoudite, le démantèlement de la Turquie, le démantèlement de l'Égypte. Maintenant, quand on voit par exemple les plans de démantèlement de l'Algérie et des pays d'Afrique du Nord, avec d'attiser la naissance d'un mouvement indépendantiste touareg, finalement. Il ne faut pas croire que ce ne sont pas des mouvements, que ça n'est plus à l'ordre du jour et qu'on balaie ça, et qu'on est à l'heure où ça va être la grande négociation autour de Trump et de ses alliés. Moi, je pense que c'est tant qu'il y a un État, qu'il y a des États qui résistent, les Palestiniens, comment on pourrait régler le problème palestinien alors que personne n'est d'accord, même avec la transaction du siècle. Il n'y a aucun Palestinien, personne n'a abordé ça. Les négociations, tout ce qui paraît éternel. M. Fukuyama aussi pensait que la fin de l'histoire, c'était éternel, la fin de l'histoire, normalement. Il a écrit ça, disons, dans les années 2001, pour justifier la mainmise de l'Amérique sur le monde entier. Eh bien, qui croit encore à la fin de l'histoire ? C'est des balivernes, maintenant. Je pense qu'il faut se méfier de toutes les... Bonjour. Voilà ma question. Il y a 3 points que vous avez évoqués concernant d'abord la politique européenne, l'impuissance de l'Union européenne. Mais on les a vus très unis pour imposer des sanctions. Et puis en même temps, ils prétendent mener une politique humanitaire, alors que les sanctions, c'est de la barbarie pure. On a vu les résultats en Irak avec 1,5 million de morts au nom de l'humanitaire et des droits de l'homme et de la démocratie. Voilà. Et maintenant, on voit Merkel et des dirigeants européens venir, par exemple, au Liban, en Jordanie, pour inciter ces États à ne pas laisser les réfugiés rentrer en Syrie. Quand même, c'est gravissime. Deuxième point, c'est
à propos d'Obama, vous avez dit dans son discours de 2009 au Caire, à l'Université américaine du Caire, il avait décidé de se retirer. Mais ce qu'on oublie pendant cette époque-là, c'est l'Amérique et l'Union européenne et les États-Unis, c'est-à-dire les sommes colossales qu'ils ont injectées dans les organismes d'exportation de la démocratie. Et là, ce n'est pas de la conspiration comme les gens pouvaient dire, on peut avoir les sources, et même ils sont fiers de dévoiler ça. Ce n'est pas un secret. Bon, concernant la Palestine, on sait très bien que maintenant l'autorité palestinienne, qui n'a d'autorité que le nom, quand même, c'est 50% des opérations qui sont planifiées contre l'occupation israélienne, ils sont avortés et interdits par l'autorité palestinienne. Le jour où cette autorité, qui peut-être elle sera dissoute et tout ça, et puis même pour le Golan, quand on dit que le Golan est annexé à Israël, ça veut dire qu'il n'y a d'autre solution que la résistance armée. Je ne pense pas que c'est ça ce que cherchent les États-Unis et les Occidentaux. Voilà, merci. Je voudrais revenir sur le point des sanctions. Le point des sanctions, c'est l'échec de la diplomatie. On met des sanctions quand on veut faire semblant qu'on fait quelque chose. Regardez, quand la Russie est intervenue en Crimée, qu'est-ce qu'on a fait? On savait très bien qu'on n'allait pas envoyer des troupes. Il n'y a pas de soldats français ou allemands qui va aller mourir pour la Crimée. Donc tout ça est terminé. L'idée qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui n'a pas de puissance, n'a pas de force militaire, c'est l'OTAN qui a ça. Et donc, quand on fait des sanctions, le problème, c'est la feuille de vigne, pour cacher qu'on est impuissant. Et il n'y a rien à faire. Et le problème, même si vous dites que c'est criminel, que tout ce que vous voudrez, je suis absolument d'accord avec toi. Mais en réalité, il ne s'agit pas de faire chuter le gouvernement ou faire quelque chose de positif. Il s'agit simplement de sanctionner, déranger, plutôt que de faire quelque chose de positif. Ensuite, sur Obama, c'était l'idée qu'on ne va plus envoyer des troupes au sol, on va essayer de vous éduquer. Un peu, il y a un côté paternaliste, le côté on va vous envoyer des ONG qui vont vous apprendre à gender equality, transparence, démocratie, liberté de presse et tout ça. Ça fait très bien, parce que, comme vous dites, on a dépensé des millions et en réalité, on ne tuait personne avec ça. Et on ne pouvait pas. Mais en réalité, il y a eu ça qui était la conséquence indirecte de... Quant à la Palestine, je suis désolé, peut-être ça va exploser un jour, mais a priori, aujourd'hui, comme vous dites vous-même, la déliquescence de l'autorité palestinienne, Abou Mazen et les autres, ne vivent que simplement parce qu'on fait semblant de croire qu'ils sont une partie face aux Israéliens. Les Israéliens, lui, Netanyahou n'a plus vu Abou Mazen depuis une éternité. Déjà en 2010, quand j'étais encore avec l'envoyé spécial du Quartet, c'était mais comment on peut trouver pour faire autre chose que simplement une photo opportunity où vous voyez tous les deux qui sont en train de serrer la main à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais pas de négociation, pas de substance. Donc quelque part, c'est, je dirais, la cause palestinienne. Aujourd'hui, pour légitime qu'elle soit, la population et le risque qu'il y a à ce que ça explose, a priori, aujourd'hui, je vois mal comment on va trouver un mécanisme par lequel on va s'asseoir autour d'une table et on va dire la ligne C, c'est là, la ligne B, c'est là, la ligne A, c'est là. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Très bien. Je n'ai pas de questions à poser, mais seulement j'aimerais bien, à propos de Palestine. C'est vrai, il n'y a pas de négociation, mais il y a un peuple palestinien. Absolument. Ils sont là-bas. Oui, mais ce n'est pas eux qui négocient. C'est pas important. Ils ne vont pas négocier. Si vous dites que ce n'est pas important... Ça ne sera jamais négocié. Mais ils sont là-bas. Absolument, absolument. Et ils vont exploser un jour. Oui, ils ne vont pas continuer ça. Ne croyez pas que la description que je fais, ça veut dire que j'approuve ce que je dis. Je vous dis, ce sont des choses que j'ai vues réellement sur le terrain et j'ai négocié avec les uns et les autres. J'ai parlé aux uns et aux autres. Non, je comprends, mais il y a quelque chose. Il y a 13 millions à l'extérieur, à l'intérieur, avec l'intérieur, mais cette fois-ci, ces gens-là, ils ne vont pas partir, comme d'habitude. Tout d'abord, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question un peu plus adressée à M. Nekrour par rapport aux échanges entre les renseignements français, syriens. J'ai cru comprendre qu'en 2012, il me semble, Emmanuel Valls avait refusé, alors c'était peut-être pas en 2012, mais en tout cas, Emmanuel Valls avait refusé la liste qui était fournie par les renseignements syriens concernant les terroristes venus de France sur les territoires syriens. Voilà.
Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez si, depuis, je dirais, ce refroidissement entre les deux nations, est-ce qu'il y a toujours des contacts qui sont établis? Et deuxième question, mais très rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps, est-ce que vous savez si certains pays européens, vous avez cité la République tchèque et la Roumanie, est-ce que vous savez si certains pays européens sont enclins, après une potentielle récupération d'Idlib, à réouvrir leurs ambassades, en tout cas leurs consulats ou autres représentations diplomatiques? Merci beaucoup. Sur la première question, quand j'ai servi en Syrie, je servais en tant que diplomate européen. Donc je n'avais pas de contact ou d'information de tout ce qui était la France. Et je peux vous avouer que quand je disais ce que je voyais à mes collègues au Quai d'Orsay ici, ils ne voulaient pas l'entendre, parce que je n'allais pas dans la ligne de ce qu'eux voulaient entendre. Et c'était contre le narratif dominant que Michel a très bien expliqué. Je suis presque devenu une persona non grata dans ma propre administration d'origine. J'ai passé 30 ans, mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. Mais pour vous dire que je n'avais pas d'informations qui m'étaient données en la matière, et quand j'allais moi-même à Damas, je n'avais pas de rapport de sécurité de l'Union européenne, parce qu'on n'a pas ça. Les rapports de sécurité de l'Union européenne étaient faits par ce que les États membres voulaient bien leur donner. Quant à savoir qu'à terme, peut-être il y a des ambassades qui vont rouvrir, oui, et plutôt c'est des choses qui sont dans l'ordre naturel des choses. Je reprends l'exemple de 2 ambassades. L'ambassade de Bulgarie, ils ont un représentant à Beyrouth, mais qui est le représentant à Damas, comme moi je l'ai été pour des raisons sécuritaires à un moment donné, mais qui passe le plus clair de son temps maintenant à Damas. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer progressivement. Ça ne sera pas fait la fleur au fusil, mais ça sera fait progressivement et soudainement on découvrira que les choses sont revenues à une certaine normalité. Mais ça prendra du temps, ce n'est pas demain. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais revenir sur la Syrie et en particulier la région d'Idlib et le rôle de la Turquie actuellement. Bon, d'abord un premier truc. Tous les djihadistes qui ont été refoulés sur Idlib, on a créé un chaudron bouillant. Hein. Quelle était l'idée d'amener tous ces bus verts sur Idlib, plein de djihadistes qui ne voulaient pas se rendre, créant de facto une zone absolument explosive? Quelle était l'idée de faire ça, sachant que après Idlib, il n'y avait nulle part où aller, puisque les Turcs n'allaient pas les accepter. Néanmoins, les Turcs alimentent cette explosion, continuent aujourd'hui de financer les djihadistes, terroristes, pour y aller. Ils les financent, ils amènent des chars, des armes, etc. Alors, ce rôle trouble de la Turquie, on n'a jamais très bien compris par où ça va. Hein. Pourquoi avoir créé cette zone d'Idlib? Et maintenant, comment faire avec cet État turc qui, à la fois, veut manger un morceau de la Syrie, à la fois fait partie de l'OTAN, a des contacts avec la Russie et les Américains. Comment se situer devant ce problème? Hein? Là, je reviens sur un problème syrien, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est sur la première partie, sur ce qui est devenu maintenant un abcès de fixation, puisque les premiers djihadistes qu'on a sortis de Homs, c'était mai 2012, ils sont partis en bus entier. C'est les Nations Unies qui avaient organisé ça. Mais à l'époque, l'idée, c'était de calmer Homs. N'oubliez pas que la crise, au départ, était assez focalisée sur Homs. Il y a eu énormément de destruction et on voulait apaiser. Et c'est petit à petit, on a reproduit le même schéma. Ça veut dire qu'on les accule, ils sont obligés plus ou moins de se rendre, ils gardent leurs armes, mais ils cèdent les armes lourdes. Mais en réalité, il n'y a pas eu de réflexion à long terme sur ce que ça allait se passer. Aujourd'hui, l'abcès est tellement gros que personne ne sait comment le gérer. Or, lorsque je parlais des processus entre les Russes, les Turcs et les Iraniens, il y a eu un accord à l'automne de l'année dernière où c'était aux Turcs de gérer ce problème-là. Et les Turcs n'ont rien fait.
Les Turcs n'ont rien fait parce qu'ils savent très bien que le problème va déborder chez eux. Et non seulement sur les djihadistes, mais aussi sur les populations civiles. D'où, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait énormément de déclarations, parce qu'on ne peut faire rien d'autre, comme quoi le gouvernement syrien est en train de tirer sur des hôpitaux, sur des civils innocents et tout ce que vous voudrez. En réalité, à un moment donné ou à un autre, ça va se passer, parce qu'avec ces gens-là, on ne négocie pas. Surtout qu'ils sont acculés, le dos au mur. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, de civils, qui vivent là. Donc c'est là la conjoncture du sable. Moi, je dirais bien, je ne sais pas, mais c'est peut-être mon interprétation, je dirais aussi que c'était d'assez bonne guerre, si je puis dire. C'est que quand, en fait, tous ces djihadistes, ils ne sortaient pas de nulle part, ils sortaient des villes ou des régions libérées par l'armée syrienne, finalement. Et finalement, je pense que c'était mieux, peut-être plus raisonnable de les concentrer tous dans un seul endroit, qui d'en faire un abcès de fixation, plutôt que de recréer des abcès de fixation, d'en recréer autant qu'on en supprimait, quoi. Je pense qu'il y avait peut-être cette préoccupation stratégique, je ne sais pas, hein. C'est pas moi qui ai planifié cette affaire-là. Mais deuxièmement, dans les arrière-pensées turques, globalement, je l'ai écrit d'ailleurs dans les guerres de Syrie, il ne faut pas oublier, il y a une symbolique de la reconquête du nord syrien par Erdogan. Dans ses rêves néo-ottomans, par exemple, il y a eu des dates symboliques, il se réfère à des choses qui ont été envisagées il y a un siècle à la chute de l'Empire ottoman, qui concernait le sort d'une frange de territoire qui allait jusqu'à Mossoul et qui couvrait le nord syrien. Et je pense qu'au fond, la hantise d'Erdogan, qui est certainement très malin, mais pas si malin que ça, parce qu'il est comme tous les gens qui sont trop rusés, il se prend les pieds dans le tapis quelque part. Je pense que sa hantise, c'est qu'il n'y a pas d'État kurde. Parce qu'au fond, le fond du problème kurde, il n'est pas en Syrie, où c'est un problème quasiment marginal. Les Kurdes sont une partie intégrante du tissu national syrien. Ils ont offert je ne sais combien de responsables de tous ordres et de tous rangs, et ils n'ont jamais eu de revendication identitaire. Ils étaient une partie du tissu national. C'est autre chose. Y compris dans le mouvement national arabe, ils ont joué un rôle important. Par contre, je pense que le cœur du problème kurde, c'est en Turquie que ça se passe. Et donc, je crois que Erdogan a cru jouer au plus malin en agitant le problème turc pour embêter Bachar el-Assad. Je pense que c'était ça. Et puis reprendre pied en Turquie. Mais il ne se rendait pas compte où ça l'emmenait. Et il a raté son coup quand même en Irak. Il a voulu jouer avec Barzani, avec les Kurdes d'Irak. Le Kurdistan irakien, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais enfin, il est quand même en piètre état maintenant en tant qu'entité autonome. Au fond, l'Irak a gagné quand même globalement de ce point de vue-là à peu près. Ce qui semblait être un État en voie d'acquérir son indépendance n'est plus qu'une espèce d'État, d'entité dont on ne sait pas trop le destin, mais qui n'est plus autonome. Bon, globalement. Et finalement, le problème kurde, il est en Turquie où les Kurdes constituent, je ne sais pas, 10 ou 20 ou 25 millions d'habitants, et c'est là qu'ils se situent massivement, y compris Istanbul, qui est la première ville kurde du monde. Et donc je pense que le Kurdistan syrien, ce sont des poches où nulle part finalement les Kurdes sont vraiment majoritaires, et ensuite ça ne justifie pas que les Kurdes, les forces démocratiques de Syrie, donc les forces kurdes, revendiquent quelque chose qui fait 20% du territoire syrien, quand on voit ça sur la carte, y compris toute la rive droite de la rive gauche, la rive de l'Euphrate, la rive est de l'Euphrate. Ça ne justifie pas ça. C'est des revendications illégitimes, usurpatrices, je pense. Je n'hésite pas à lire parce que je pense que c'est vrai. Non, au niveau kurde, en Irak, les Américains, ils ont joué la carte kurde, non? Oui, absolument, oui. Mais ça n'a pas réussi, puisque finalement, il y a eu un référendum, l'idée a été repoussée finalement, et il n'y a plus de Barzani. Enfin, on ne sait pas trop ce qui est devenu les autorités kurdes du Kurdistan irakien, on ne sait plus. Mais c'est plus présenté comme une entité qui a poursuivi sa marche vers l'indépendance, ça n'existe pas. Et en Syrie, au fond, il y a beaucoup de partisans du gouvernement, je pense de l'appartenance à l'État syrien parmi les populations kurdes maintenant, et donc on ne les laisse pas s'exprimer de toute façon. Mais je crois qu'on n'entend que les séparatistes, notamment quand on est en France. La France donne des tribunes à tout ce qui est hostile au gouvernement syrien, on doit bien le reconnaître. Moi, je le déplore, mais c'est comme ça actuellement. Oui. Question posée à M. Michel. Quand vous avez commencé votre intervention, vous avez dit que la guerre n'est pas finie en Syrie. Je ne disconviens pas le propos, mais je vais essayer de poser cette question. Vous pensez que la Syrie va déclarer sa victoire de cette guerre, de cette sale guerre, une fois que les négociations avec Israël seront imposées?
C'est ça ma question. Je pense, est-ce que la guerre sera terminée à ce moment-là ou on va revenir au statu quo d'avant-guerre? Dans ma conception, pour que la guerre soit terminée, il faut que toutes les guerres soient terminées et qu'on traite le cas de... C'est un vaste programme. Mais il y a une condition sine qua non militaire, je vais dire, et stratégique. La Syrie ne peut pas accepter de mettre un point final à cette guerre, de mon point de vue. Je ne suis pas le gouvernement syrien ni le président syrien, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ne peut pas accepter de dire, oui, ça y est, on en fait l'appel, la guerre est finie, où il y a une trêve, tant que, disons, Idlib n'a pas été récupéré, la rive de l'Euphrate n'a pas été récupérée, et y compris, fit-on, renoncer, par exemple, au Golan syrien occupé. Après tout, c'est une partie de la Syrie. Donc, c'est une partie de la Syrie. Et puis, en fait, les cadeaux qui sont faits par Trump a l'habitude, on a l'habitude de faire à Israël, au fond, de faire cadeau de terre qui n'appartiennent pas à ceux qui déclarent le cadeau, qui font le cadeau. C'est pas les concernés, ne sont pas les payeurs, autrement dit. Alors là, pour le Golan syrien, pour Jérusalem-Est, M. Trump n'a rien, du point de vue juridique, qui l'autorise à décider que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël et que le Golan doit être fait partie intégrante d'Israël, qu'il est temps de décider. En diplomatie, ça s'appelle un fait accompli. C'est très difficile de revenir en arrière. Oui, mais un fait accompli, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, un fait accompli. Non, ça ne marche pas. Il suffit de ne pas l'accepter. Quand les gens l'acceptent, bah oui, c'est effectivement. Juste 2 secondes, juste une petite information, une précision concernant les démarches de réconciliation et de regroupement, comme on dit, des terroristes à Idlib. En fait, ces réconciliations, le groupement des terroristes à Idlib a été le fruit d'un tas des partis. En fait, là, les libérations des territoires de l'ensemble de la Syrie, il y a une bonne partie de ceux qui étaient obligés d'enrôler de force dans les camps des terroristes qui se sont rendus et qui... donc, une bonne partie de personnes, de ces combattants qui étaient dévoyés, entre guillemets, donc se sont rendus. La grande partie qui se retrouve à Idlib, ce sont les terroristes étrangers. Un bon nombre de terroristes étrangers, plus de 70 à 100 000, 115 000 personnes de différents pays étrangers, européens et autres. Et c'est ça qui pose problème parce que aux Européens, parce qu'ils ne veulent pas les reprendre. Hein. Donc là, c'est un peu l'impasse de la discussion. Et en fait, ce n'est pas qu'on a groupé tout le monde dans un lieu explosif, etc. Ce n'est pas cette vision-là. Un peu de ça. Non, c'est une bonne guerre. Merci à nos précieux et honorables orateurs. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à toutes. Et à son Excellence, Madame l'ambassadrice de Syrie, qui nous a vraiment...